Bonjour tout le monde, et c'est avec plaisir que je souhaite la bienvenue à tous les participants qui sont déjà connectés et qui seront sûrement un peu plus tard pour suivre le troisième webinaire organisé dans le cadre des rencontres franco-tunisiennes organisées conjointement par l'Académie nationale de médecine de France et l'Académie des sciences, lettres et arts Beit el-Hekma de Tunisie, représenté essentiellement par son département des sciences. Alors, avant de poursuivre la présentation du webinaire, je voudrais vous transmettre les excuses du professeur Mahmoud Bazoumzan, président de l'Académie Beit el-Hekma de Tunisie, de ne pas pouvoir nous rejoindre cet après-midi, et ce pour raison de santé, et en votre nom, je lui souhaite un prompt rétablissement. Alors, le rythme de nos webinaires qui sont organisés dans le cadre de ces rencontres franco-tunisiennes est tenu environ à raison de un webinaire par trimestre. Le premier, bien sûr, ayant porté sur la COVID-19 et le second sur les avancées du diabète. Il s'agit de la matérialisation d'une collaboration établie entre l'Académie française et l'Académie tunisienne depuis seulement moins d'un an, une collaboration fructueuse pilotée par un comité mixte composé par des membres de l'Académie nationale de médecine, qui sont les professeurs Patrice Debré, responsable également des relations internationales au sein de son académie, et du professeur Koussaïd El-Légi, membre de l'Académie de médecine et que tous les Tunisiens connaissent. Du côté de l'Académie Beit el-Hekma de Tunisie, les membres qui appartiennent à ce comité sont les professeurs Selim Chouaib et professeur Emel Ben Ammar El Gaïd, ainsi que moi-même, qui suis membre des deux académies françaises et tunisiennes. L'organisation des webinaires est assurée par ce comité de pilotage, et pour celui de cet après-midi, se sont joints à nous le professeur et gérontologue Jean-Pierre Michel de l'Académie nationale de médecine de France, que je remercie pour son implication fondamentale dans la programmation et le choix des intervenants, ainsi que mademoiselle Laura Clément. Le comité mixte travaille aussi en étroite collaboration avec la conférence des doyens de médecine de Tunisie, et je remercie tous les doyens qui ont soutenu cette action. Je citerai le doyen de la faculté de médecine de Sfax, professeur Lachki, a abrité le webinaire sur le diabète sur la plateforme de la faculté de médecine de Sfax. Et je remercie tout particulièrement le doyen de la faculté de médecine de Tunis, non parce qu'elle est ma faculté d'origine, mais parce que professeur Mohamed Chouini a contribué activement dans la mise en place de ces webinaires depuis leur démarrage. De même que je voudrais remercier les présidents des sociétés savantes pour leur contribution à la réussite des webinaires, et les sociétés savantes sont choisies en fonction du thème du webinaire. Tous mes remerciements vont aux conférenciers qui ont accepté de participer au webinaire et surtout qui se sont prêtés très amicalement aux conditions de notre webinaire, et notamment pour l'enregistrement de leurs interventions et l'envoi de leur CV pour créer le booklet. Enfin, je voudrais remercier, et je ne trouve peut-être pas les mots qu'elle mérite, mademoiselle Laura Clément, assistante du professeur Debré, qui sans elle, autant le booklet que les nombreux enregistrements n'auraient pas pu avoir lieu. Merci Laura, et merci professeur Debré pour avoir mis votre assistante à la disposition du comité d'organisation. Alors, je vous souhaite à tous, chers publics, chers collègues, chers conférenciers, une très belle après-midi, riche de savoir, de connaissances, pour apprendre et surtout pour discuter. Et je cède la parole maintenant au professeur Patrice Debré de l'Académie nationale de médecine de France.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci aux orateurs de bien vouloir participer à ce webinaire qui s'inscrit dans le partenariat que nous avons au titre de l'Académie nationale de médecine de France avec l'Académie Bein Akma de Tunisie en relation avec les doyens et les sociétés savantes. Nous avons en effet maintenant une série d'événements et ceci est un de plus qui nous permettent de renforcer ce partenariat autour des sujets dont aujourd'hui le vieillissement. Les sujets ont été ou ont permis de se centrer autour d'une série de discussions enrichies, comme vous allez le voir, par une politique de notre part des mini-films qui permettent d'enregistrer à l'avance les paroles et éléments de discussion des orateurs. Je voudrais donc me féliciter de cette nouvelle rencontre, vous dire l'intérêt que nous portons au sujet d'aujourd'hui qui porte sur le vieillissement et montrer à travers tous ces états combien il est important d'en faire un élément d'actualité. Merci encore à tous et je cède la parole à mon collègue Bruno Dubois qui va vous parler des investigations cliniques dans les troubles cognitifs de l'individu âgé. Merci encore. Alors, au cours de cette présentation, je souhaite, dans un premier temps, rappeler ce qu'est la maladie d'Alzheimer et son diagnostic tel qu'il était fait classiquement. Puis, je voudrais aussi vous proposer, dans un deuxième temps, une nouvelle approche qui est fondée sur une meilleure connaissance des troubles cognitifs et surtout sur la découverte de ces fameux biomarqueurs biologiques qui ont révolutionné, je trouve que le mot n'est pas trop fort, à la fois son diagnostic et aussi les perspectives thérapeutiques de cette maladie. Voilà. Alors, cette approche se fait dans des centres spécialisés, mais je ne doute pas qu'elle va se généraliser dans les années à venir, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il était important que l'on en parle aujourd'hui. Voilà. Donc, la maladie d'Alzheimer, une nouvelle approche diagnostique. Que nous disent les critères classiques, ceux de 1984 ? Eh bien, ils nous disent que la maladie d'Alzheimer est une démence et que son diagnostic ne peut être certifié que par l'examen histologique que l'on a soit par biopsie cérébrale, qui était très rare, soit par examen post-mortem. Donc, le diagnostic clinique ne peut être que probable. Et c'est résumé sur ce petit diagramme où on voit que la maladie d'Alzheimer n'est que probable, le diagnostic n'est que probable, se fait au stade de démence. Et avant, il y a un stade flou qu'on appelle le MCI, qui est hétérogène, dans lequel il y a des gens qui ont des troubles de mémoire et que l'on va suivre jusqu'à ce qu'ils atteignent le seuil de démence. En effet, le diagnostic, comme je vous l'ai dit, ne pouvait se faire que lorsque le sujet avait atteint le seuil de démence. Et donc, dans un premier temps, il faut faire le diagnostic d'un syndrome démentiel. Comment on fait le diagnostic de syndrome démentiel ? Eh bien, sur le fait que le sujet a perdu son autonomie. C'est comme ça qu'on définit en médecine la démence. C'est une perte de l'autonomie. C'est un sujet qui ne peut plus gérer des activités de la vie quotidienne tout seul. Il a besoin d'être aidé. Il a besoin d'être aidé dans les transports, dans le téléphone, dans la prise des médicaments, dans le budget. Eh bien, vous voyez, sur ces 4 seuls signes, on peut repérer la perte de l'autonomie, ce qui détermine la démence. Alors, une fois qu'on a déterminé ce seuil de démence, il faut encore prouver que ce syndrome démentiel est dû à la maladie d'Alzheimer, parce qu'il peut être dû à plein d'autres causes. Et en faveur de la maladie d'Alzheimer, on retiendra un examen neurologique qui est normal, on retiendra un bilan neurocognitif qui montre des troubles progressifs dans certains secteurs, notamment dans la mémoire épisodique, dans les troubles du langage avec manque du mot, dans une désorientation temporospatiale et aussi dans des éléments d'apraxie réflexive ou idéomotrice. Les examens biologiques sont importants parce qu'ils vont permettre d'éliminer d'autres causes métaboliques, endocriniennes, sérologie bien sûr HIV, sérologie syphilitique s'il y a des éléments d'orientation, et puis surtout la neuroimagerie qui va être intéressante puisque par la négativité, ça va permettre d'éliminer une hydrocéphalie à pression normale, une tumeur cérébrale, une leucopathie vasculaire, etc. Et c'est finalement devant une histoire progressive, un bilan cognitif qui montre des troubles de mémoire
et d'autres fonctions, d'autres perturbations dans d'autres secteurs de la vie cognitive, avec une neuroimagerie, on va dire grossièrement normale ou avec un peu d'atrophie de l'hippocampe, qu'on va faire le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Alors, depuis 1984, on a beaucoup progressé, à la fois dans la connaissance des lésions de la maladie, leur trajectoire, et aussi dans les symptômes. Dans les lésions, elles débutent au niveau de l'hippocampe. C'est très important, vous allez voir pourquoi. Elles commencent au niveau de l'hippocampe, puis elles vont progresser, vous voyez sur le deuxième schéma, vers l'avant, vers les régions frontales, puis vers l'arrière, pour atteindre l'ensemble des structures néocorticales associatives, et notamment le carrefour qui contrôle le langage, les gestes et l'intégration visuelle. Donc, on va avoir deux grands stades. Un stade que nous avons appelé le stade prodromal, qui est caractérisé par un syndrome amnésique progressif, inaugural et central. Parce que la maladie d'Alzheimer, c'est d'abord et avant tout une démence amnésique progressive. Et puis, secondairement, on va avoir des troubles qui vont traduire l'extension de ces lésions, un trouble du jugement, une apathie, un trouble du langage, un trouble des gestes programmés, de la reconnaissance des visages, du comportement, du caractère. Et tout ça, bien sûr, ça évolue vers la démence. Donc, deux grands stades, un stade prodromal et un stade de démence. Alors, quand on a dit que le trouble de mémoire est inaugural, eh bien, ça pose le problème parce que de plus en plus de gens aujourd'hui se plaignent de leur mémoire, troubles de mémoire qui peuvent relever de troubles vasculaires, on l'a vu, de démence sous-corticale, de confusion mentale, de dépression, de la prise de certains médicaments qui bloquent les systèmes cholinergiques, de démence à corps de Lévy, de maladie d'Alzheimer, bien sûr, de troubles du sommeil, voire même du vieillissement normal ou d'une DFT. Donc, on est, en tant que clinicien, confronté à un problème qui n'est pas simple parce que beaucoup de gens se plaignent de leur mémoire. Il faut arriver à distinguer le bon grain de livret, c'est-à-dire à essayer de repérer parmi ces étiologies multiples celles qui correspondent à une maladie d'Alzheimer. Eh bien, on est aidé parce qu'il y a des tests de mémoire très spécifiques qui peuvent nous aider. Et là, il faut bien comprendre les différents stades de la mémoire. Pour qu'une information soit rappelée, il faut qu'elle passe par 3 stades différents. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'enregistrement. Il faut être bien attentif pour bien enregistrer l'information. Ce n'est pas la mémoire proprement dit, c'est l'attention, c'est-à-dire la capacité à bien enregistrer une information nouvelle. Et par exemple, ça va être perturbé dans le cadre de la dépression. Et puis, une fois que l'information a bien été captée par le système sensoriel, elle est transférée comme un ballon de rugby vers l'hippocampe qui est ici et qui va ouvrir, je dirais, ouvrir le coffre dans lequel on va stocker l'information. Et l'hippocampe, il est cassé, comme on l'a vu, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Donc, les informations, si elles ont bien été perçues, ne vont pas être stockées, elles ne vont pas être gardées en mémoire. Et puis, le troisième stade, l'information a été bien enregistrée, elle est stockée, elle est dans le cerveau, il faut aller la récupérer. Et c'est des mécanismes qui reposent sur le fonctionnement frontal. Et là encore, il peut y avoir des perturbations, notamment au cours du vieillissement. Donc, vous voyez qu'on peut avoir un trouble du rappel lié à différents états. Et donc, il va falloir qu'on utilise des tests qui nous permettent de faire la part entre un trouble de l'enregistrement, un trouble de la récupération pour pouvoir isoler le trouble du stockage. Eh bien, ces tests ont été développés. C'est le test de Grobert et Buschke, contrôler l'enregistrement, faciliter la récupération. Et il y a une petite version qu'on a mis au point qui s'appelle l'épreuve des 5 mots. Je n'ai pas trop le temps de vous l'expliquer, mais simplement on fait lire une liste de mots et surtout on établit un lien entre chaque item et sa catégorie. Tout en regardant la liste, on demande au sujet, tout en regardant la liste, dites-moi quel est le nom de la boisson, limonade, le nom de l'ustensile de cuisine, passoire, etc. Et donc, on va pouvoir lui demander de récupérer l'information, soit spontanément, et pour les mots qu'il n'aura pas spontanément rappelés, on va lui fournir l'indice qui lui permettra de le retrouver. Donc, de cette façon-là, on peut contrôler l'enregistrement, et au niveau et après quelques minutes, quand on fera la récupération, eh bien, on pourra l'aider avec les mêmes items. Voilà. Donc, c'est un petit test qui est très simple et qui montre une sensibilité de 91% pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Alors, le deuxième grand progrès, je vous l'ai dit, c'est la découverte des biomarqueurs. Les biomarqueurs, c'est-à-dire, ce sont des signatures biologiques du vivant du patient qui permettent d'identifier la maladie d'Alzheimer. En effet, les lésions de la maladie sont caractérisées soit par leur nature, vous le savez, il y a 2 sortes de lésions, il y a les lésions amyloïdes, les lésions tau, soit par leur siège. Eh bien, la nature, on peut aujourd'hui mesurer ces marqueurs amyloïdes et tau par une ponction lombaire, c'est les taux de concentration
du peptide amyloïde et de la protéine tau, de la protéine phosphoto, ou aussi par la neuroimagerie moléculaire, on peut faire des PET amyloïdes et maintenant des PET tau, même si c'est réservé encore à des centres très spécialisés. Mais ces lésions, les lésions qui sont dans le cerveau, vont toucher certaines régions plus ou moins spécifiques, si bien qu'il y a aussi des marqueurs topographiques parce que ces lésions vont perturber le métabolisme cellulaire, neuronal, vont entraîner un peu d'atrophie, notamment de l'hippocampe, on l'a vu, ou entraîner un hypométabolisme de type FDG, si bien qu'on a deux types de biomarqueurs, des marqueurs pathophysiologiques, c'est-à-dire des marqueurs de diagnostic, car ils reflètent la pathologie in vivo, amyloïde ou tau. Ils sont présents à tous les stades de la maladie, c'est important de savoir pourquoi. Ils peuvent être observés même au stade asymptomatique. Ils ne sont peut-être pas liés à la gravité de la maladie et ils permettent l'inclusion et le diagnostic. Et puis à côté de ça, on a des marqueurs topographiques qui sont, eux, des marqueurs de progression, qui ont une moindre spécificité pathologique, mais qui quantifient le délai entre les différents stades de la maladie, et ce sont des marqueurs de progression. Donc aujourd'hui, dans les centres spécialisés, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer n'est plus une entité clinico-pathologique, c'est une entité clinico-biologique. On fait le diagnostic devant un phénotype clinique particulier, je vous l'ai expliqué, notamment le syndrome amnésique de type hippocampique, il peut y avoir d'autres formes. Et puis surtout, on va voir la positivité des marqueurs physiopathologiques avec les dosages dans le liquide céphalorhynien de la bêta ou peut-être même le PET amyloïde. Voilà, donc c'est une entité clinico-biologique qui définit ce nouveau cadre diagnostique. Pour résumer, avant 2007, avant la découverte de ces biomarqueurs, le diagnostic était fondé sur une démarche d'exclusion. Vous voyez, on disait la maladie d'Alzheimer, c'est quand on a éliminé toutes les autres causes. Aujourd'hui, grâce à la présentation clinique et grâce à la présence de ces biomarqueurs, le diagnostic est fondé sur des arguments positifs, qu'ils soient cliniques ou qu'ils soient biologiques. Alors, l'intérêt de tout cela, c'est que beaucoup des médicaments qui ont été à l'étude au cours de ces dernières années ont été négatifs. Ils ont tous été négatifs. Vous voyez, il y a eu plus de 413 essais qui ont tous été négatifs. Or, certains de ces médicaments ont une efficacité sur les lésions, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais voyez en gros que les sujets qui sont sous placebo voient la concentration de lésions dans leur cerveau qui augmente, alors que ceux qui sont traités voient leur concentration de lésions qui diminue. Donc, gardez ce message-là. Aujourd'hui, nous avons des médicaments disease modifiers qui bloquent les lésions de la maladie, mais qui ne jouent pas sur les symptômes, je viens de vous le dire. Donc, ça veut dire que peut-être une des raisons pour lesquelles ces médicaments ne marchent pas en clinique, c'est parce qu'ils sont prescrits trop tard. Et il y a donc un changement de paradigme, l'idée étant de traiter le plus tôt possible, peut-être traiter dès la phase préclinique, c'est-à-dire traiter les lésions cérébrales avant l'apparition des symptômes. Alors, on arrive à un nouveau concept qui est que la maladie d'Alzheimer se constituerait en 3 stades différents. Il y a le stade de démence, celui que nous connaissons, le stade prodromal, celui que je vous ai expliqué, qui est caractérisé par un syndrome amnésique prédominant et relativement isolé, mais il y a même peut-être un 3e stade qui serait le stade préclinique, c'est-à-dire un stade où les sujets sont encore normaux, mais où ils ont les lésions de la maladie. Voilà, donc le message que j'aurais voulu vous délivrer en fin de session, c'est le suivant. Ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que le diagnostic de maladie d'Alzheimer est maintenant clinico-biologique. La positivité des marqueurs physiopathologiques permettra et permet déjà de certifier le diagnostic. Ces marqueurs étant présents même avant la survenue des symptômes, il pourrait être possible de repérer des sujets à risque, mais attention, nous ne recommandons pas de faire cette recherche car c'est aujourd'hui inutile. Premièrement, nous ne savons pas calculer le risque de développer ou non la maladie chez ces sujets normaux à risque. Et deuxièmement, nous n'avons rien à leur proposer à ce stade. Donc, n'allons pas trop loin. Aujourd'hui, on peut, grâce à ces biomarqueurs, repérer des gens à des stades relativement précoces de la maladie. Et c'est le message que je voulais vous faire passer.